Dans cet exercice, un central PC de 2019, on s'intéresse principalement à cette fonction phi définie par une intégrale à paramètres, donc comme l'intégrale de 0 à plus infini de sinus tx sur t facteur de 1 plus t2 dt. Alors il y a des questions préliminaires, on vous demande de démontrer que l'intégrale de sinus t sur t puissance alpha converge pour alpha strictement plus grand que 1. Donc ici on voit qu'on est sur intervalle 1 plus infini, donc on a un problème uniquement plus infini, parce que la fonction qui est à l'intérieur est continue sur 1 plus infini. Et de plus, en plus infini, cette fonction-là, elle est majorée en valeur absolue par 1 sur t puissance alpha. Et la fonction qui a t associée à 1 sur t puissance alpha est intégrable. Donc par comparaison, ma fonction est intégrable sur 1 plus infini, donc en particulier l'intégrale converge. Donc là, j'ai choisi de faire une majoration, parce que c'était relativement simple et agréable. On peut aussi travailler avec un grand O, en disant que sinus t c'est un grand O de 1, et donc globalement ma fonction est un grand O de 1 sur t puissance alpha, et conclure de la même manière. Ensuite, on nous demande de montrer que la fonction qui a t associée sinus t sur 0,1, enfin l'intégrale de 0 à 1 de sinus t sur t converge. Donc pour ça, on regarde encore une fois la fonction qui est à l'intérieur, qui est continue sur intervalle 0 vers 1 fermé. Donc on a un problème en 0. Et quand on fait un équivalent de notre fonction, alors qui n'est autre que f1 par rapport à la notation de la question d'avant, cette fonction-là, elle est équivalente à t sur t, donc elle tend vers 1 quand t tend vers 0. Donc elle est prolongeable par continuité, et du coup elle est intégrable sur 0,1, ce qui m'assure la convergence de mon intégrale. Ensuite, on vous demande de montrer que l'intégrale de 1 à plus infini de sinus t sur t dt converge. Donc là, pareil, on a envie de faire un grand O de 1, mais on obtient un grand O de 1 sur t, ce qui ne nous permet pas de conclure, parce que 1 sur t n'est pas intégrable sur 1 plus infini. Donc l'idée, ça va être ici de faire un IPP en dérivant le 1 sur t et en primitivant le sinus, avec comme objectif de faire apparaître une intégrale avec du cosinus, qui sera encore une fois borné, sur t carré. Et cette fois-ci, on pourra faire notre grand O de 1 sur t carré et conclure. Donc c'est ce qu'on fait. Donc on va poser u de t égale 1 sur t pour pouvoir le dériver. V' de t égale sinus, donc qui se primitive en moins cosinus. Mes fonctions u et v sont C1 sur 1 plus infini. Je regarde la limite en plus infini, ça fait 0 parce que le cosinus est borné et 1 sur t tend vers 0. Donc par intégration par partie, je sais que les intégrales de u de t, v' de t et de u' de t, v de t sont de même nature. Alors la première, c'est l'intégrale qui m'intéresse. La deuxième, c'est l'intégrale de cos t sur t carré. Et cette intégrale va converger. Pourquoi? On peut faire exactement la même chose qu'en premièrement. Et on obtient la convergence. Alors c'est certes un cosinus, alors que dans le premièrement c'était un sinus, mais on a juste utilisé que le sinus était borné par 1. Et on a la même chose sur le cosinus. Donc tout va bien, donc on obtient que cette intégrale-là converge, et par comparaison, vu qu'elles sont de même nature, l'intégrale de sinus t sur t va converger aussi. On peut aller un petit peu plus loin, et on voit que dans ce cas-là, par intégration par partie, on obtient que l'intégrale de sinus t sur t, c'est le crochet moins la nouvelle intégrale, donc c'est cosinus 1 moins la nouvelle intégrale. Mais ici, ces deux lignes-là ne sont pas demandées, et elles ne servent en plus pas à grand chose pour la suite. Donc ensuite, on s'intéresse à cette fonction phi. On demande de montrer qu'elle est classe C1 sur R et d'exprimer phi' de x sous la forme d'une intégrale. Donc là, on voit qu'on va appliquer le théorème de dérivation des intégrales à paramètres. Donc pour ça, on a un certain nombre d'hypothèses à vérifier. Donc première chose à faire, c'est de poser la fonction qui est à l'intérieur de l'intégrale. Donc je la pose comme fonction de deux variables, de x et t. X est dans R parce que je veux de la classe C1 sur R, et t est dans R plus étoile parce que j'intègre sur R plus étoile. Je vois que je ne peux pas prendre t égale 0 à cause de ce t qui est au dénominateur. Donc je dois vérifier maintenant différentes hypothèses. À t fixé, la fonction qui a x associée f de xt est de classe C1 sur R. Pas de problème, c'est une fonction sinus globalement. Ensuite, à x fixé dans R, ma fonction qui a t associée f de xt doit être intégrable sur R plus étoile. Donc déjà, elle est continue par morceaux. Et en plus, je sais que sinus u est plus petit que u, donc ça c'est une inégalité classique qui se démontre en appliquant l'inégalité de l'accroissement fini à la fonction sinus entre 0 et u. Et donc quand on utilise ce résultat-là, on obtient que f de xt en valeur absolue, c'est inférieur à xt en valeur absolue sur t fois 1 plus t2. Comme t est positif, xt ça fait valeur absolue de x fois t, et on peut simplifier par t, on obtient ça. Et cette fonction-là va être intégrable, parce que 1 sur 1 plus t2 l'est. Elle a une primitive en arctangente, donc c'est une fonction qu'on a rencontrée de dizaines de fois. Donc par comparaison, cette fonction qui a t associée f de xt va être elle aussi intégrable sur 0 plus infini.
Bon, donc on a l'intégrabilité en t maintenant. Ensuite, on doit avoir la dérivée de f par rapport à x. Donc la fonction qui a t associée à la dérivée de f par rapport à x en xt, qui doit être continue par morceau sur 0 plus infini. Et là, encore une fois, c'est le cas parce qu'il n'y a pas de problème particulier. Et maintenant, on doit vérifier l'hypothèse de domination. Donc on doit majorer la valeur absolue de la dérivée de f par rapport à x en xt par une quantité indépendante de x. Et quand on regarde ce qu'on a, donc on doit majorer cette quantité-là en valeur absolue. Au numérateur, cos de tx est plus petit que 1. Au dénominateur, on n'y touche pas. Et on obtient une fonction phi ici, qui va être intégrable, encore une fois, elle a une primitive, en arctangente. Donc c'est la même fonction qu'on a rencontrée déjà plusieurs fois dans cet exercice. On obtient donc, du coup, on a toutes les hypothèses, donc on peut conclure. Le théorème de dérivation des intégrales à paramètres me permet d'affirmer que phi est défini de classe C1 sur R. N'oubliez pas que ce théorème-là, quand on n'a pas fait le caractère défini avant, nous le donne. C'est comme le théorème de continuité des intégrales à paramètres qui nous donne la définition et le caractère continu. Et j'ai l'expression de ma dérivée comme étant l'intégrale de d rond f sur d rond x de xt sur 0 plus infini. Et donc on remplace, on obtient cette quantité-là. Ensuite, donc on admet que phi est classe C2 sur R étoile. Donc remarquez l'étoile ici, c'est pas sur R tout entier. Et que la dérivée seconde s'écrit donc comme la dérivée seconde de f. On vous demande de calculer phi seconde moins phi. Donc déjà, on va calculer la dérivée seconde de f par rapport à x2. Donc là, il suffit de faire le calcul, mais on redérive cette quantité-là par rapport à x. Donc ça fait moins t sur 1 plus t2 sinus tx. Et on a donc phi seconde de x est égal à l'intégrale de cette fonction-là sur 0 plus infini. Et on va faire apparaître un t facteur de 1 plus t2, parce que derrière, on nous demande d'enlever phi de x. Donc on fait ça afin d'avoir des dénominateurs qui seront, afin d'avoir le même dénominateur. Donc on écrit moins t2 en haut. Et quand on va faire la différence, par linéarité d'intégrale convergente, on peut regrouper en une seule intégrale. Et dans l'intégrale, on aura moins 1 plus t2 sur t facteur de 1 plus t2. Et donc vous voyez, on va pouvoir simplifier par 1 plus t2 fois sinus tx. Et donc on retombe sur moins l'intégrale de sinus tx sur t dt. Alors on aurait pu laisser le résultat comme ça, mais on vous demande de démontrer, de calculer ça. On va donc aller plus loin, on va regarder un petit peu ce que c'est que cette intégrale-là. Et pour la calculer, j'ai envie de poser un changement de variable, j'ai envie de poser u égale tx. Donc je pose u égale tx, et j'ai besoin de vérifier que c'est un changement de variable de classe C1 strictement monotone, et je me rends compte que suivant le signe de x, ça va être soit croissant, soit décroissant. Donc ça va m'obliger à faire deux changements de variables différents suivant les cas. Et donc on fait dans le cas où x est positif d'abord. Donc on obtient du sinus u sur x fois du sur x. Donc on obtient la bonne quantité. Donc là, entre parenthèses, j'ai pas détaillé complètement le changement de variable, mais on est bien d'accord que cette intégrale-là est convergente. Le changement de variable, c'est un changement de variable affine, donc vraiment tout va très bien ici. Donc on le fait et on obtient ça. Et pour x négatif, comme on veut rester sur 0 plus infini, on va poser plutôt u égale moins tx, ce qui nous permettra d'avoir directement les bonnes bornes, parce que moins x, ça va être positif. Et ça nous ramène à l'intégrale de sinus moins u fois moins du sur x sur moins u sur x. Et on se rend compte qu'il y a un moins qui va apparaître. Donc si notre k égale cette quantité-là, on a que finalement notre phi seconde de x moins phi de x est égal à moins k ou k, suivant le signe de x. On remarque d'ailleurs ici qu'on peut retrouver que phi seconde ne va pas être continu en 0. Si on cherche la limite de phi seconde quand x tend vers 0 plus, on va obtenir moins k plus phi de 0. Et quand x tend vers 0 moins, on va avoir k plus phi de 0. Et la constante k qui est égale à celle-ci, on peut démontrer, alors c'est pas si simple que ça, mais on peut démontrer qu'elle est non nulle. Donc on n'a pas la même limite à droite et à gauche, donc on obtient que phi ne sera pas de classe C2 sur R. Bon, ensuite donc on nous demande de trouver explicitement qui est phi. Donc là on a trouvé une équation différentielle vérifiée par phi, et vous voyez l'intérêt de pousser plus loin le calcul. Si on garde cette écriture-là, avec ça, on ne va pas en faire grand-chose. On va être bloqué, qu'est-ce qu'on ferait de ce résultat-là? Tandis qu'avec moins k et k, c'est beaucoup plus agréable. Donc on sait que phi est solution de l'équation différentielle y seconde moins y égale moins k sur r plus, étoile, pardon. Alors on regarde l'équation homogène, donc égale 0, c'est-à-dire y seconde égale y, c'est des solutions CH et SH.
Donc CH et SH vont former une base de l'ensemble des solutions, vu que c'est un espace vectoriel de dimension 2. Et toutes les solutions vont s'écrire sous la forme A fois CH plus B fois SH pour l'équation homogène. Maintenant, on cherche une solution particulière, mais on voit que la fonction constante qui a x aussi k est solution particulière. Et donc l'ensemble des solutions s'écrit sous la forme la solution particulière plus une solution de l'équation homogène, donc c'est écrit comme ça. Et comme phi est solution sur A plus étoile, phi va s'écrire sous cette forme-là, avec A et B à déterminer. Et pour déterminer A et B, on va regarder phi de 0 et phi prime de 0, qu'on connaît. Et on a phi de 0 qui vaut 0, mais c'est aussi égal à la limite de phi de x quand x tend vers 0+, parce que phi est continu en 0. Et pour calculer la limite de phi de x quand x tend vers 0+, je peux me servir de cette expression-là, et j'obtiens que cette limite c'est aussi égal à a plus k. Donc on obtient que a plus k égale 0, finalement a égale moins k. Pour phi prime, pareil, phi prime est continu en 0, donc phi prime de 0 qui vaut pi sur 2, c'est égal à la limite de phi prime de x quand x tend vers 0+, et cette limite de phi prime de x, je vais la calculer en dérivant cette quantité-là. Donc on obtient ASH plus BCH, et quand on veut étendre le x vers 0, il va me rester le b qui vaut pi sur 2. Donc on obtient comme ça que a égale moins k, b égale pi sur 2, donc on a expression de phi pour x positif. Pour x négatif, deux possibilités. Soit on reprend la même chose de l'équation différentielle qu'on obtient pour les négatifs, et on va résoudre, on va obtenir le même genre de choses. Soit on utilise l'imparité de la fonction phi, parce que quand on calcule phi de moins x, ça va faire moins phi de x. Et en servant de l'imparité, on reprend l'expression qu'on a trouvée pour phi sur R+, pour obtenir celle sur R-. Dernière remarque concernant cette équation différentielle, on aurait pu faire apparaître un problème de Cauchy vérifié par phi, sauf que, attention, les valeurs qui sont données ici, ce sont des valeurs qui sont connues en 0, et 0 n'est pas dans l'intervalle sur lequel je peux résoudre mon équation différentielle. Je me suis placé sur R plus étoile, 0 n'est pas un élément de R plus étoile, donc attention, rajouter les valeurs phi de 0 et phi prime de 0 n'en fait pas un problème de Cauchy, parce qu'il faut que le point où on donne ces valeurs soit un point de l'intervalle sur lequel on résout l'équation différentielle, ce qui n'est pas le cas ici.